ce matin sous la majestueuse coupole du musée du Caire. Toutankhamon, bien sûr, puisque cette conférence de presse mondiale lui était consacrée, mais aussi Zahi Hawass, le grand Manitou des antiquités égyptiennes, s'est livré à l'un de ses exercices favoris, l'exercice médiatique. Je suis très heureux aujourd'hui de vous révéler des découvertes archéologiques très importantes, a-t-il commencé, avant de rappeler en arabe puis en anglais ce que l'étude rendue publique hier a déjà dévoilé, que Toutankhamon est mort d'une maladie osseuse combinée au paludisme, que son père serait bel et bien Akhenaton et que l'identité de sa mère, en revanche, demeurait à découvrir. Puis passé les discours, Zahi Hawass est descendu près des cages de verre contenant les momies du père de Toutankhamon, de sa grand-mère et de celle qui serait sa mère, mais dont on ne connaît pas le nom. Philippe Charlier, bonjour. Bonjour. Alors, ce n'est pas vous qui avez étudié les restes de Toutankhamon, décrypté son ADN et analysé son groupe sanguin. C'est le célèbre directeur des antiquités égyptiennes qui publie ses résultats dans la revue de médecine américaine JAMA. Mais vous auriez pu, Philippe Charlier, parce que vous êtes vous-même médecin des morts, pour reprendre le titre d'un de vos ouvrages, paléopathologiste. Alors, quelle est votre réaction à cette analyse ADN de Toutankhamon? D'abord, c'est un geste politique et scientifique très fort. Zahi Hawass a annoncé ses résultats d'abord en arabe et ensuite en anglais. Et c'est une très bonne chose, je trouve, que l'Égypte se réapproprie, entre guillemets, à la fois son passé archéologique et l'étude, l'exploitation scientifique de tous ces vestiges. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour eux et pour nous. Cela dit, c'est une publication dans une revue prestigieuse qui a quelques défauts, quelques imperfections, notamment il y a des résultats qui apparaissent un petit peu trop extrapolés. C'est du moins mon opinion et également partagée par d'autres confrères comme Gino Fornaciari ou Franck Rulli en Suisse. Des résultats extrapolés, vous Extrapolés, dites? c'est-à-dire qu'il y a des lésions qui sont décrites par exemple au niveau du pied, qui portent un diagnostic médical, on parle d'ostéonécrose, etc. Mais les produits d'embaumement qui ont été déversés sur la momie de Toutankhamon étaient trop chauds manifestement, notamment le bitume, et étaient également en trop grande quantité. Et au niveau des extrémités, on sait que ça peut abîmer les os, la peau, créer des lésions de nécrose post-mortem, et donc ça peut en imposer pour un faux diagnostic. Donc malheureusement, ils ont fait un examen radiographique simplement, ils n'ont pas examiné au microscope, ils n'ont pas fait de microscopie sur ces restes, et c'est fort dommage parce que le diagnostic, il est très superfétatoire. C'est-à-dire, par exemple, quand le directeur des antiquités égyptiennes dit que Toutankhamon avait une maladie génétique osseuse... C'est faux tout simplement. Les pieds sont abîmés, mais on ne sait pas quelle est la cause exacte de ces lésions au niveau du pied. De la même façon, quand il dit que Toutankhamon et une partie de sa famille avaient la malaria, avaient le paludisme, c'est tout à fait vrai, mais il présente ça comme une cause vraisemblable de décès. Et là, nous ne sommes pas d'accord, parce que énormément de gens en Égypte ancienne étaient porteurs du paludisme, et ils avaient d'ailleurs ce paludisme, ils l'attrapaient dès la plus jeune enfance. Et quand on attrape le paludisme jeune, eh bien, d'une part, ce n'est pas une maladie rare, et d'autre part, eh bien, on acquiert une relative tolérance, on va dire, vis-à-vis du parasite. Et ce parasite devient de moins en moins mortel. De temps en temps, on fait des crises de palu, mais on n'en meurt pas à proprement parler. Donc, dire que Toutankhamon avait le palu et que c'est la cause vraisemblable de son décès, ça, c'est un petit peu exagéré. Même chose quand il dit, par exemple, qu'on a retrouvé une canne, pas mal de cannes d'ailleurs dans la tombe, et que c'était vraisemblablement en raison de sa boiterie. C'est faux, parce que la canne est un instrument de prestige et on en trouve énormément dans plein de tombes, à la fois de pharaons mais également de nobles. Même chose lorsque Zahi Hawass dit qu'on a retrouvé des graines et des aliments qui étaient particulièrement utiles pour traiter la maladie qui avait une vocation antalgique. C'est faux, parce que ces aliments-là, on les retrouve également dans d'autres tombes d'individus qui n'avaient pas les lésions osseuses décrites par Zahi Hawass sur Toutankhamon, et c'est extrêmement fréquent de donner ce genre d'aliments aux morts, c'est pour le nourrir dans l'autre monde, ce qu'on appelle le champ d'Ialou. Donc, il y a des données qui sont réelles, mais malheureusement, on les fait trop parler. Oui, il faut pas aller trop loin, finalement, il faut pas tirer des conclusions. Par contre, quand Zahi Hawass dit que Toutankhamon est le fils d'Akhenaton, ça c'est une sacrée révélation. Ça c'est une sacrée révélation, et ça pour le coup c'est vraiment du palpable et de l'irrévocable. Non, faut vraiment pas tirer à boulet rouge sur cet article, il y a des choses qui sont très très bonnes dessus, il faut pas l'attaquer systématiquement. En revanche, il faut quand même pondérer un petit peu l'arbre généalogique qui est proposé par Zahi Hawass, parce qu'on est dans une période et dans une région où il y avait énormément d'endogamie. C'est-à-dire mariage entre... Mariage à l'intérieur du même clan ou de la même famille, tout simplement, et les mariages entre frères et sœurs, voire entre parents et enfants, avec... évidemment, génération d'enfants était quelque chose d'extrêmement fréquent à la cour d'Égypte. En Égypte, toujours actuellement, les publications génétiques nous indiquent qu'il y a entre 27 et 37% d'endogamie, actuellement. Vous imaginez bien que ce chiffre était beaucoup plus important dans les cours de pharaons au Nouvel Empire, comme c'était le cas, par exemple, avec Toutankhamon. D'ailleurs, dans l'arbre généalogique proposé par Zahi Hawass, il y a
2 couples endogamiques avec descendance qui sont proposés. Mais vraisemblablement, ça fausse en fait la filiation, et il faut, à mon avis, imaginer un arbre généalogique vraisemblablement différent et certainement plus complexe que celui proposé par Zaïawas. Néanmoins, retrouver la momie, plutôt le squelette, parce que il est vraiment à l'état de squelette, non pas Toutankhamon, parce que ça en avait déjà, mais d'Akhenaton, anciennement identifié comme étant les restes de Smenkhéré, ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que vous, en tant que spécialiste, au fond, vous lisez non pas des conclusions peut-être un petit peu hâtives, mais vous découvrez qu'on sait peut-être quel est le squelette ou la momie d'Akhenaton, et ça c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Pour moi, c'est extrêmement intéressant d'avoir du palpable, avoir la vie d'un individu, les représentations iconographiques d'un individu avec un crâne déformé, avec des hanches entre guillemets voluptueuses ou gynoïdes, on va dire, conforme au canon féminin, même hypertrophié, et puis le squelette de l'individu où on se rend compte qu'il n'y a pas de corrélation entre le squelette du crâne, par exemple, et les représentations iconographiques d'Akhenaton avec ce crâne complètement partant vers l'arrière, on dit dolicocéphale, etc. Donc là, on se rend compte que les représentations iconographiques d'un roi ou d'une période, qui est la période amarnienne, ne sont pas fondées sur une réalité anatomique, mais simplement sur un canon artistique. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est dommage que les auteurs de l'article n'aient pas insisté dessus, mais ça fera peut-être l'occasion. C'est-à-dire que si on se représentait ce Toutankhamon et cet Akhenaton, il serait au fond différent des représentations qu'on a sur les bas-reliefs égyptiens. Toutankhamon pas énormément, sauf pour sa période d'enfant où il avait encore le canon amarnien, mais pour Akhenaton, Néfertiti et autres de l'époque, là en revanche, on avait vraiment des représentations qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Ça, c'est vraiment une information pertinente. C'est une des informations fournies par cet article qui n'est pas si mauvais, il ne faut pas exagérer. Et pour nos auditeurs comme ça, alors comment on pourrait se représenter Akhenaton ? Eh bien, comme un homme normal, tout simplement, mais un homme à peau noire. Hein. N'oublions pas que les Égyptiens avaient une peau noire dans l'Antiquité. Ils l'ont toujours un petit peu maintenant, mais ils l'ont perdu au fur et à mesure des passages des populations sur le sol égyptien. Mais le peuple égyptien, je déteste cette expression négroïde parce qu'elle a des connotations raciales lamentables. Malgré tout, c'est une réalité biologique. Il faut vraiment s'imaginer les individus égyptiens antiques comme ayant une peau noire beaucoup plus que maintenant.